Bonjour à tous, bienvenue à Expérience 4.0 pour cette deuxième capsule de cette mini-série avec le CEI de Montréal. Je suis Simon Lemire, responsable du développement des affaires du groupe Lacoste. Et aujourd'hui, on parle de compétences à développer au niveau de la main-d'œuvre de demain avec Michel Rioux, qui est professeur à l'ETS et aussi conseiller spécial au sein du CEI de Montréal. Donc, on va pouvoir en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on a de besoin pour notre main-d'œuvre de demain et surtout, quels besoins on a aussi chez l'entreprise manufacturière à ce niveau-là. Donc, on va avoir un bon sujet de discussion. Donc, sur ça, je vous dis bon podcast. Vous écoutez Expérience 4.0, le podcast sur la transformation numérique pour améliorer votre expérience client. Monsieur Rioux, Michel? Michel, ça va aller mieux. Ouais. Ça va mieux, hein, si on se tutoie? Comment ça va? Ça va très bien, toi, Simon? Ben, super bien, merci. Merci de faire partie de cette mini-série avec le CEI de Montréal, hein, une série de trois courts épisodes qu'on fait. Le premier qui était, de revoir l'écosystème du manufacturier innovant avec le CEI de Montréal. Donc, on avait Robin Jonathan là, pour nous en parler un petit peu plus. Puis là, j'ai la chance de te recevoir sur ce merveilleux podcast Expérience 4.0 pour parler de compétences pour la main-d'œuvre du futur. Qu'est-ce qu'on a de besoin au niveau de manufacturier? Comment que ça se passe? Parce que, dans le de la guerre, hein, la main-d'œuvre n'est pas évidente, puis encore plus quand on parle de projet de transformation numérique. Donc, avant de commencer à trop rentrer dans le vif du sujet, Michel, tu portes quand même plusieurs chapeaux. Tu es professeur à l'ETS. Hein? Oui. Puis tu es aussi conseiller, on dit spécial au CEI de Montréal. Donc, tu as quelque chose de plus. Dis-moi en plus, présente-toi s'il te plaît pour notre auditoire. Bon, je suis professeur à l'École de technologie supérieure au département de génie des systèmes. Donc, je suis un prof permanent qui enseigne l'optimisation, qui enseigne l'analyse de données, qui enseigne la gestion des actifs physiques et tout ça. Donc, entre autres, et un tout nouveau cours en septembre sur le processus d'accompagnement pour la transformation numérique. Donc, un beau cours de maîtrise là, qui m'intéresse beaucoup. Donc, je fais ça d'une part. Et puis, à l'ETS, moi, je suis très heureux parce que j'adore développer le talent de mes étudiants, de mes étudiantes là, qui est directement en lien avec le besoin des entreprises. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important. J'ai travaillé 10 ans avant d'être prof, donc je suis resté un peu très, très collé sur la pratique. Et aujourd'hui, toute ma recherche se fait en mode qu'on appelle recherche-action. Donc, pour moi, ça se fait en entreprise avec des vrais problèmes. Parfois, les solutions sont peut-être un petit peu moins élégantes, là, mais en pratique, sont pas mal plus efficaces. Là. J'aime dire ça. Donc, tu es un gars de terrain quand même. Tu as de l'expérience derrière la cravate. Inévitablement, on t'enseigne un peu cette théorie-là, mais en même temps, toujours dans un contexte pratique. Mes amis anglophones disent souvent, ils appellent ça un pracademic, donc practical academic. Donc, c'est une terminologie qui me convient bien. C'est bien dit. Et puis, j'aime beaucoup faire ça, mais j'aime aussi, je suis un ancien, j'ai déjà été un petit peu à mon compte moi-même, donc je suis un ancien consultant. Donc, ça me plaît beaucoup d'aider les entreprises. Donc, au CEI, on va donner le titre de conseiller spécial. Donc, j'ai pas trop compris ce que spécial voulait dire dans ça, si c'est moi qui l'ai ou c'est mes conseils, mais dans tous les cas, c'est pas grave. J'imagine dans les deux cas. Avec l'expérience que tu as, j'imagine dans les deux cas, tu es assez spécial. Puis donc, je m'entends très bien avec eux. Donc là, ce que j'aime, c'est on le fait. Donc, j'aime dire, quand je suis à l'école, je brûle la craie sur un tableau. Ces temps-ci, c'est peut-être plus des dessins sur un écran. Mais en pratique, au CEI, là, je fais des projets. Donc, je travaille avec l'équipe et je suis bien content. Donc, d'une part, on aide les compagnies à vivre leur transformation numérique. Et puis, d'autre part, avec l'équipe, toujours, on développe des outils, des méthodes, des stratégies pour vraiment dire, on va éviter les problèmes. Parce qu'on ne se cachera pas qu'aujourd'hui, les statistiques ne sont pas très convaincantes sur la transformation numérique. Là, le taux d'échec est plus élevé que le taux de succès. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, écoute, d'un fois, on dit, on va prendre ça à l'autre bout de la lunette et puis on part du client, ce qui est sûrement le plus important au lieu de parler de technologie. Définitivement. Et avec ça, c'est beaucoup plus facile après de développer là, un roadmap ou ce qu'on appellerait une feuille de route technologique. C'est très, très, très bien dit. Oui. Puis non, en effet, on a tendance à du moins, minimiser un peu ce projet-là. Puis c'est là où on a plusieurs échecs. Puis l'objectif, c'est de ne pas en avoir. Donc après, il y a un développement de compétences à y avoir, sujet un peu d'aujourd'hui. Puis si on rentre directement un peu dans ce sujet-là au niveau de la main-d'œuvre du futur, il y a un peu comme deux côtés. Fait qu'il y a le besoin chez le manufacturier, qu'est-ce que ce manufacturier-là recherche à faire, qu'est-ce que tu vas pouvoir nous en dire. Puis après, il y a le niveau compétences, qu'est-ce qu'on cherche à développer au niveau de nos jeunes qui sortent de l'université ou du moins les aspirants conseillers spécialistes ou conseillers spécial à ce niveau-là. Comment toi, tu définirais un peu ce besoin essentiel-là chez le manufacturier présentement? Qu'est-ce qu'il y a de besoin? La première chose, c'est peut-être de comprendre qu'on est dans une révolution industrielle. Hein? Si on dit être dans une révolution industrielle, ça veut dire qu'on n'est pas en mode d'amélioration continue comme on l'a toujours été. Donc, tout ce qui est ce qu'on a toujours fait, toujours bien fonctionné, donc on va continuer de le faire. On a une expérience humaine d'avoir vécu 3 révolutions industrielles jusqu'à maintenant. Et ce qu'on a appris, c'est que les entreprises qui n'embarquent pas, qui n'adoptent pas ou qui ne s'adaptent pas à cette nouvelle réalité-là, d'habitude, une grande majorité ne vont pas survivre.
survivre. Ils vont fermer, ils vont se faire acheter, bon, ils vont avoir toutes sortes de problèmes, mais ils vont pas survivre. Donc, la seule façon de passer à travers une révolution, c'est en s'adaptant. Alors, ceux qui disent « moi, je change pas », ben c'est une condamnation certaine. Donc, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut le faire. Puis quand on dit s'adapter, si on est concret, c'est bon d'adopter des technologies, d'adopter des nouveaux processus, de mobiliser les gens à l'interne. Oui, tu as raison. Et puis, je suis impatient de répondre parce que souvent, effectivement, quand on dit 4.0, tout de suite, j'aime dire, on présente l'éventail technologique. En disant, oui, puis là, bon, il y a 5, 10, 12, 15, 25 technologies selon à qui on parle. Là. Et puis, il y a des immanquables, l'Internet des objets, l'intelligence artificielle. Bon, tout ça, il y en a plein. Mais moi, j'aime dire, ça, c'est un peu les ingrédients. Fait qu'une révolution industrielle, j'aime dire qu'il y a 2 caractéristiques. La première, c'est qu'il y a des nouveaux ingrédients qui sont disponibles. Alors, quand la vapeur est arrivée, ça a donné beaucoup de force motrice. Quand l'électricité est arrivée, ça a donné de la puissance n'importe où on voulait. Quand l'informatique est arrivée, les microprocesseurs, ça a permis de faire de la décision automatisée, de faire plein de choses. Là, maintenant, dans le fond, ce qui est curieux, c'est qu'il n'y a pas une nouvelle technologie, il y a une possibilité qui est nettement plus facile qu'il y a 10-15 ans de faire de l'intégration d'une multitude de technologies, ce qui donne un nouveau système. Un système beaucoup plus complexe, mais qui potentiellement beaucoup plus performant. Donc, une révolution, pour moi, 2 choses. Un, c'est une nouveauté technologique. Aujourd'hui, c'est une capacité d'intégration qui est beaucoup plus facile qu'elle l'était avant. Et deuxièmement, c'est la recette pour savoir quoi faire avec. Et malheureusement, on passe beaucoup de temps à parler des ingrédients du 4.0. Et aujourd'hui, ben moi, je rencontre plein de compagnies, autant à l'école avec des partenaires industriels, autant au CEI. Et aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui a l'air d'avoir la recette magique. Et je côtoie même beaucoup de consultants ils ont des approches, mais des fois, de façon plus confidentielle, ils me font des confidences et on voit que tout n'est pas clair encore. Donc, on est beaucoup plus au début de la révolution. On n'est pas en régime permanent. Donc, il y a encore beaucoup de monde qui se cherche. Ça ne veut pas dire que tout le monde, personne ne sait quoi faire. Là. Non, il y a des bonnes pratiques qui commencent à se mettre en place et tout, mais on est loin d'avoir tapé tout le sujet et de savoir exactement par où il faut passer. Donc, pour l'instant, il y a encore beaucoup de recherches à faire pour trouver un peu les bonnes choses à faire et surtout les choses à ne pas faire. Bien, c'est ça. Hein? Ouais. C'est là, dans la guerre, tu l'as dit direct au début, en fait, là, qu'il y a un taux d'échec quand même assez considérable dans les projets de transformation numérique. Fait que c'est de ne pas reproduire ces échecs-là le plus possible, donc de trouver la recette en amont, d'avoir des bonnes formations en place, puis de savoir quoi faire étape par étape, pas en brûler des étapes. Puis ça m'amène un peu, déterminer cette recette-là, il faut des gens pour le faire. Oui. Bon, il faut des cerveaux. C'est pas les robots qui vont nous aider nécessairement à toujours faire des robots. À un certain moment donné, il faut quand même un cerveau humain derrière, en amont. Développer les compétences à ce niveau-là. Comment... Puis t'as un rôle à l'ETS quand même assez important. Puis en même temps, tu es au CEI de Montréal. Puis tu côtoies peut-être des jeunes entreprises. On va en parler aussi dans un épisode à ce niveau-là. Donc, comment tu vois ça de ton côté au niveau de la compétence à développer, autant de ton rôle à l'ETS que ton rôle au CEI de Montréal? Effectivement, moi, souvent, quand on dit 4.0, il y a toutes sortes de complications. Un, c'est compliqué technologiquement. 2, ça coûte cher. C'est dur à justifier. Mais je maintiens que le vrai goulot aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont les moyens. C'est pas l'argent qui est le problème. Il y a des entreprises qui peuvent avoir la technologie. Mais le goulot humain, lui, il est dur. Donc, quand on passe, on dit 4.0. Moi, j'aime l'image. Les gens disent, à le fond, première révolution, la vapeur, la puissance mécanique et tout, l'autre puissance électrique. Et la quatrième, dans le fond, elle est dure à définir parce qu'il y a toutes sortes de définitions. Il y en a qui vont dire, ça révolution numérique. OK, révolution numérique, mais encore, ça change quoi dans ma vie, moi, là? L'interconnectivité. Oui, ça, effectivement. Puis on peut aller loin. Moi, j'aime dire souvent, pour faire une caricature en disant, c'est pas compliqué, c'est de répondre à la vitesse de la lumière aux besoins du client qui évolue sans cesse. Parce qu'avant, les gens disaient, c'est quoi la différence entre l'automatisation? C'est que l'automatisation, souvent, on automatisait les images de chaînes de production de véhicules. Là. Le lundi matin, on commence à faire des autos, puis le lundi midi, il ne faut pas dire qu'il faut changer de sorte d'auto. Parce que si ce n'est pas dans un moule qui est prédéfini, ça va risque de prendre 1 an avant de changer l'usine pour faire un autre châssis d'auto qui n'est pas prévu. Alors aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est vraiment de l'agilité. On veut être capable de se tourner de bord à temps plein. On veut être en contact, mais très direct avec les clients. Et à la limite, on veut leur donner ce qu'ils veulent, puis peut-être même les épater en leur donnant ce qu'ils ne savent pas encore qu'ils voulaient vraiment. Et ça ne se fait pas avec les méthodes et les outils qu'on a actuellement. Même dans les délais. Souvent, on dit toujours le client, on devient, en fait, la consommation aujourd'hui, la façon dont on est de plus en plus impatient, mais encore très, très, très exigeant. Oui. Donc, on veut le produit ou peu importe le service. Hier, on le veut pour hier, mais on veut la meilleure solution sur le marché.
Donc, tu sais, souvent, ça ne vient pas toujours ensemble, mais ultimement, la compagnie doit essayer de satisfaire le client le plus possible à ce niveau-là. Puis ça revient à notre fameuse expérience client, d'ailleurs, que j'ai nommé avec Robin et Jonathan à ce niveau-là, qui n'est pas juste non plus le front office, mais c'est aussi le back office au niveau de la production, qui est capable de livrer, que ça soit fait. Puis aussi en amont, s'il y a un processus d'achat, pour être capable de le satisfaire. Mais au niveau de la compétence, c'est ça. Donc, toute cette évolution technologique-là vient à développer certaines compétences sur le marché de l'emploi, sur ces aspirants-là. Souvent, il y a plein de documentation déjà depuis le terme, depuis 2011, là, l'Allemagne a lancé le terme Industrie 4.0. Les chercheurs se sont beaucoup préoccupés sur quelles sont les compétences. Et souvent, et évidemment, pas juste les chercheurs, là, de toutes sortes d'autres mondes. Donc, moi, j'ai souvent deux sortes d'écrits. J'ai des écrits scientifiques de recherche qui sont très solides, très sérieux, et j'ai beaucoup de littérature commerciale aussi, les gens disant voici ce que j'annonce, voici ce que je veux vendre, voici ce que j'enseigne et tout. Et il y a beaucoup d'écart entre les deux. Alors, d'une part, souvent, on va beaucoup parler sur l'impact des travailleurs, ceux qui sont dans l'usine. Alors, qu'est-ce que ça va changer? Il va y avoir des robots collaboratifs et tout. Alors, je dis oui, ça c'est vrai, mais le jour où on sera rendu là, on va avoir fait tellement de chemin. Alors moi, ce que je vois, c'est le premier problème, c'est au niveau des compétences, c'est de la haute direction. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, ont beaucoup de misère à savoir. Plusieurs, peut-être qu'il y en a qui le savent très bien, mais en majorité, moi, je veux dire, sur tous ceux que je rencontre, il n'y a pas souvent que les esprits sont clairs et les gens ne savent pas. Donc, on a une cible, on fait des activités, on a une cible, on dit, bon, il y a le quoi du 4.0, c'est les fameux ingrédients. Il y a le comment on va l'utiliser. Alors, comment ça va s'intégrer, qu'est-ce que ça va faire? Mais il y a surtout le pourquoi. Et d'ailleurs, dans des ateliers qu'on fait en habillé, on l'appelle « C'est quoi le problème? » Dans le fond, pour dire, on ne parlera pas de technologie jusqu'à temps qu'on ne sache pas quel est le problème à régler. Et ça, c'est fondamental. Donc, aujourd'hui, les gens doivent savoir, les hauts dirigeants le connaissent, mais il y a encore bien du monde qui n'ont pas grand-chose à me dire sur leurs clients. Donc, on utilise un Canva qui est très commun en innovation, le Value Proposition Design Canvas. Et avec ça, on dit, dis-moi ce qui fait ton client au complet. Dis-moi quels sont ses irritants. Dis-moi quels sont ses rêves, entre guillemets. Et ton offre de valeur, comment est-ce que ça cadre bien avec ça? Et le mot magique, en fait, le cliché, c'est as-tu l'aspirine à ses problèmes et la vitamine à ses désirs? Et avec ça, on est capable là, de dire, à partir de maintenant, on sait ce qu'on veut, on sait ce que ton client veut. Et là, on va faire, entre guillemets, la feuille de route technologique un peu en partant de là. Et c'est beaucoup plus simple que de dire quel est le buffet 4.0, qu'est-ce que je dois prendre, par où je dois commencer. Donc, nous, on dit qu'on commence par... donc, le point de vue, si je me ramène à la question sur les compétences, reconnaître que le succès technologique part toujours du client. Ça, à bout de compte, c'est là que l'argent va venir. Oui, et puis, certain. Donc, il faut que la haute direction comprenne qu'est-ce qu'on peut faire avec du 4.0, qu'est-ce qu'on peut faire, entre autres, avec l'intelligence artificielle. Donc, pas quels sont les meilleurs logiciels, quels sont les algorithmes les plus populaires, c'est en gros, ça fait quoi? En pratique, ça fait quoi? Mon client peut bénéficier de ça comment? Et ça, il y a très peu de monde qui sont capables de m'en parler. Puis même moi, que les gens me disent, dis-le-moi. Oui, j'ai plusieurs pitchs de vente pour ça, mais c'est comme... c'est pas facile. C'est pas mûr encore. C'est pas mûr, non? Non, parce que cette mobilisation-là, dans la haute direction, cette sensibilisation-là, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on a de besoin, il est quand même aussi là, dans de la guerre. Oui. C'est ce que tu mentionnes, en fait. Là. Oui. Puis effectivement, quand j'ai vu les questions, je fouillais un peu dans la littérature. Je disais, officiellement, qu'est-ce qu'on mentionne? Et c'est fou, hein? Oui, les aspects technologiques, c'est monstrueux. S'il y a une chose à retenir, c'est qu'on ne pourra plus jamais travailler seul. Parce qu'aujourd'hui, il y aura toujours des aspects. Il faut être de plus en plus près du client. Donc, moi, je travaille avec un paquet de gens qui sont experts en chaîne logistique, sont experts en fabrication, sont experts en usinage. Et je leur dis, parle-moi de ton client. C'est quoi ses irritants? Comment il travaille avec ton produit? Il l'installe. OK. Il l'installe comment? Mais encore. Ça prend combien de temps? Ça varie-tu beaucoup d'une fois à l'autre? Puis demande-y. Donc, tu ne sais pas. Non, aucune idée. Et ça, ça fait qu'aujourd'hui, tout le monde, et d'un fond, on aime dire, l'ancien temps, c'est la pyramide. Hein? La pyramide où est-ce qu'en bas, les gens avaient l'information en temps réel, mais qui était sur des petites décisions. Et après ça, on consolidait ça, fait qu'à chaque semaine, il y avait un premier niveau de gestion qui faisait un bilan. Puis après, à chaque mois, et puis à la fin, ceux qui prenaient les plus grosses décisions savaient un mois ou deux en retard que peut-être qu'il fallait faire un virage qu'on n'a pas fait. Là, alors, mesurer, au final, ça revient un peu à cette fameuse amélioration continue-là. Comment qu'on peut mesurer, du moins optimiser des mesures si on n'a pas accès à la donnée ou si on ne le demande pas ou si on n'a juste rien. Donc, mesurer, ça va être beaucoup plus facile parce qu'électroniquement, il y a plein de données et surtout partager. Et ça, il y a peut-être bien des gens, des fois, qui ont un rôle dans la hiérarchie qui fait que c'est eux qui avaient le pouvoir des données. Là, tu dis, non, maintenant, les données, donc, on n'est plus une pyramide, on est un réseau interrelié. Et ça change énormément la dynamique parce qu'il y a beaucoup de gens qui
qui perdent du pouvoir comme ça. Ils peuvent en gagner autrement, mais la dynamique peut être relativement différente. Donc, ça aussi, c'est un aspect. Quand on voit ce qu'il faut connaître, oui, je dirais à tout le monde, apprenez donc un minimum à programmer un petit peu puis essayez d'être capable de comprendre ça. Mais le but, c'est pas de devenir programmeur. Mon meilleur exemple, c'est une entreprise qu'on voit souvent comme un succès de technologie, c'est Amazon. Oui, là, on pourrait dire, moi, je veux des succès d'Amazon. Est-ce que Jeff Bezos est un expert en programmation web? C'est avec ça qu'il a fait son succès. Là. Mais est-ce que c'est vraiment lui qui est le top gun qui va aller programmer ça? Je pense pas. Et aujourd'hui, moi, j'aime dire, à l'école, j'aime former des Jeff Bezos qui vont savoir quoi faire. Et on forme aussi des experts qui vont pouvoir. Mais l'idée, c'est de dire, ces compétences-là, il y a une compétence stratégique là, qu'il faut vraiment avoir l'opportunité, la recette de ce que le 4.0 a à offrir. Et ça, c'est fondamental parce que jusqu'à temps qu'on ne l'a pas, on ne fera pas grand-chose de très intéressant. Et après ça... Mais si c'est mal fait, on peut se planter. Oui, puis on peut perdre sa chemise, puis plus qu'une fois sa chemise même. Oui. Alors, parce que ça coûte très cher du 4.0, il ne faut pas rêver. Là. C'est pas un petit projet d'investissement qu'on achète une machine, puis ça se paye en 2, 3, 4, 5, 6 mois. On est loin de là. Donc, c'est des investissements qui sont majeurs, donc qui doivent être bien justifiés. Et j'aime dire, moi, souvent, on joue la pérennité de l'entreprise. Parce qu'on est dans une révolution. Dans le fond, c'est pas de dire, est-ce que c'est payant? Non. On joue la pérennité de l'entreprise. Est-ce que tu veux survivre? Il faut que tu t'adaptes. C'est pas une question de savoir combien c'est payant. Si tu veux survivre, il faut le faire. Alors, si on descend un peu dans les compétences, alors, il y a beaucoup de compétences qui sont très techniques, c'est beau, mais on voit tout de suite, dès qu'on lit un peu là-dessus, il y a d'autres compétences. Et entre autres, c'est le fun. Alors, j'ai même peut-être un petit questionnaire pour toi. Laisse-moi te poser une petite question. J'ai trouvé un truc. Je te mets 6 catégories. Un, c'est leadership. Okay. Donc, est-ce que ça prend du leadership? Probablement. C'est bien certain que c'est pas de leadership, il ne se passera rien. Non. Est-ce qu'on veut un peu une capacité de modélisation, de programmer, faire toutes sortes de choses comme ça? Donc, dire, oui, ça marche comme ça, on est capable, peut-être faire un peu de mathématiques pour optimiser. C'est sûr qu'en 4.0, c'est des compétences normales. C'est assez important, mettons. Oui. Est-ce qu'on veut tout du réseautage? Donc, toute la réseautique, tout un peu les infrastructures, parce qu'on n'a pas ça, on s'entend que les données ne circuleront pas. Donc, ça prend ça aussi, ça, c'est sûr. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est de dire, à partir de maintenant, tu ne fais plus un diplôme et c'est fini. C'est à partir de maintenant, tu apprends chaque jour. Et tu n'as pas le choix. Non, c'est ça. Tu ne peux pas être boqué. Tu peux pas être boqué. Non, c'est l'apprentissage continu. Puis ça prend l'ouverture pour venir avec. Est-ce qu'il faut avoir des compétences en big data, informatique, résolution de problèmes, analyse? Parce que ce serait fou de ne pas faire ça si on a des données. Et l'autre, c'est de façon générale, des communications avec les personnes. Parce que du 4.0, on aime beaucoup avoir des robots, là, mais en bout de compte, c'est fait pour servir des humains, ça. Il faut que tu saches l'expliquer, les relations interpersonnelles, être capable de l'expliquer à l'équipe à l'interne, l'expliquer parfois même aux clients, des fois, s'il y a des technicités. Fait que c'est extrêmement important, l'aspect communicatif. Qu'est-ce qui pourrait devenir, parce que tout ça est important, on ne peut pas dire on le fait pas, mais qu'est-ce qui serait le plus critique au succès de notre société? Dans ces 6 items-là, c'est la communication entre les personnes. Et ça, moi, ça me désole beaucoup quand je sais que Facebook donne des cours à ses employés, ces petits geeks là, qui sont payés très cher, qui font des miracles devant un écran pour dire quand tu parles à quelqu'un, regarde-le dans les yeux. Quand il dit quelque chose, souris, parce que on dirait que ça se perd. Et ça, c'est une catastrophe à mes yeux. Donc, il y a tout un aspect qui est tellement humain dans tout ça. Et le but, quand on dit qu'on veut satisfaire les besoins du client en temps réel, mais le client, c'est pas un robot. Le client, c'est un humain. Et ça, en quelque part, par chance, les gens vont dire, avec l'intelligence artificielle, on peut aller chercher les sentiments quand il parle, quand il écrit. Oui, c'est vrai, mais je pense qu'entre humains, ça peut être fait un petit peu mieux que ça. Donc ça, c'est des aspects. C'est bien dit. J'aurais pensé quand même, peut-être d'un point de vue plus technique, ce qu'on recherche, ou du moins l'élément peut-être qu'on recherche le plus, ce qui n'est pas à négliger. Tu l'as mentionné. En fait, ces éléments sont tous assez importants. Mais l'aspect communicationnel, en effet, c'est... Et d'autant plus que ce que j'ai dit au tout début, c'est qu'on ne travaillera plus jamais seul. On est condamné à travailler en mode multidisciplinaire. Et ça... je suis désolé, là, mais on n'aura pas une app pour se parler puis de savoir si t'es content, pas content. Là. Ça va rester des relations interpersonnelles. Et ça, c'est à travailler. Et imaginez, dans une école d'ingénieurs comme la mienne, où est-ce que, écoute, le buffet technologique augmente à chaque jour, là, où est-ce qu'on se dit, écoute, il faudrait faire un bac de 8 ans. Là, souvent, on sait que c'est important. Mais, puis d'ailleurs, je suis un de ces défenseurs-là en disant, ouais, j'aime ça la technologie, mais un de ces jours, on ne pourra pas tout savoir et puis il y a des immanquables.
Et avant tout, il ne faudra pas manquer ce que j'aime bien, parler d'innovation dans les fois organisationnelles et tous les aspects humains. C'est très, très, très fondamental. Puis évidemment, dans toutes les compétences, là, j'en ai une liste, on pourrait en parler longtemps, mais la résolution... Peut-être juste un petit truc que les gens ne voient jamais. On voit, la haute direction, il faut qu'ils sachent quoi faire. Les gestionnaires intermédiaires, il faut changer parce qu'effectivement, le pouvoir de la donnée, il est perdu parce que là, à partir de maintenant, ça roule partout. On voit les gens de production. Moi, je suis un ancien ingénieur de maintenance, alors c'est sûr que j'ai une dizaine d'années dans le cadre d'ingénierie de maintenance, puis j'enseigne encore la maintenance, la fiabilité. Tu connais ça. Quand les systèmes sont complexes, vous rendez-vous compte qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un prof de fiabilité. Puis de maintenabilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur... Est-ce que ces systèmes-là qu'on veut tellement plus performants, mais on sait très bien que plus c'est complexe, plus il va y avoir du trouble. Et du trouble, quand c'est des systèmes interconnectés, indépendants, donc là, où de plus en plus, on ne peut plus déconnecter un fil, c'est tout logiciel en grande partie. Ouais, il y a un défi de maintenance, il y a un défi d'ingénierie de système. Mon département s'appelle Génie des systèmes. Il y a un défi d'ingénierie de système majeur qui, comme moi, j'entends pas beaucoup parler, puis qui me préoccupe et de loin. Et de loin. Beaucoup plus que l'opérateur, il va côtoyer un robot collaboratif, puis il fera pas la même chose, puis il va s'occuper de 5 machines au lieu d'une. Oui, ça, c'est vrai, mais de la petite bière entre toi et moi, cette partie-là, c'est pas ça qui m'inquiète. Carrément, ça fait que cet écosystème un peu technologique-là qui est interconnecté par, là, on le sait, c'est beaucoup le cloud, puis les intégrations, les API, la connaissance, puis je pense que tu m'as aussi mentionné cet aspect analytique qui est aussi très important, capable non seulement analyser des chiffres et de dire quoi optimiser, mais analyser la suite logique des choses. Tu m'as mentionné aussi au niveau de la recette, donc ce travail d'écosystème technologique-là est majeur aussi à prendre en ligne de compte au niveau des compétences. Donc, on a des grands défis. J'espère que les gens veulent apprendre, parce que c'est... on est dedans. Oui. On est dedans. Mais parlant de ça, on espère qu'on a envie d'apprendre. Au niveau des conseils, il doit y avoir plusieurs conseils. Tu es quand même prof. J'imagine que c'est ta vie de donner des conseils. En plus, tu es conseiller spécial au CEI. Je le mentionne à nouveau. Pour nos jeunes, puis je vise principalement les jeunes en ce moment qui aspirent à avoir un rôle quand même majeur. Je pense du moins, c'est à ceux qu'on parle, là, de venir dans une entreprise et faire un changement intéressant. Puis je pense qu'il y a l'entreprise manufacturière de son côté qui doit faire un travail de son côté à se mobiliser et avoir envie de le faire pour attirer cette main-d'œuvre-là qualifiée. Mais après, à nos jeunes, du moins, comme je disais, aspirants, si tu avais un conseil à donner, on espère qu'avoir le désir d'apprendre, je pense, va faire partie du conseil. Mais dis-moi en plus. Je vais parler en bien de la COVID. Ça, c'est incroyable. Okay. La COVID-19 nous a induit un paquet de problèmes. Ça, c'est pas dur à expliquer, là, mais il y a eu des bénéfices. Il y a eu des bénéfices dans le sens où, en termes de transformation numérique, moi, j'aime dire, j'ai gagné 5 ans. Parce qu'avant, j'essayais de convaincre du monde à travailler en info nuagique. Aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Ça, c'est clair. Et les jeunes, ce que je leur dirais, c'est... les aspects interpersonnels, c'est déterminant. Là. Pour moi, c'est quelque chose il faut trouver des contextes où l'interpersonnel va se développer mieux, je pense, qu'avec la tangente qu'on a. Pour l'instant, c'est mal parti. Alors, il faut travailler ça. Il faut être curieux. Il faut, particulièrement, je suis sensible auprès dans mon école, c'est des jeunes femmes, c'est pas des filles, mais vous savez que l'économie, là, aujourd'hui, on veut la rebâtir, puis on veut la rebâtir sur des nouvelles bases. On veut que ce soit beaucoup plus durable. On veut que ce soit beaucoup plus circulaire comme économie. On veut que ce soit beaucoup plus équitable. Donc, tout ce qui est minorité, tout un petit peu les statistiques qui tirent trop à la baisse, que ça n'a pas d'allure. Dans une école en génie, on n'est pas 50% de femmes. Hein, c'est bien évident, on est encore loin de là. On a des défis à l'ETS, puis de façon générale au Canada, en disant on veut 30% de femmes en 2030. Donc, je suis toujours un peu, moi... inquiet de voir. J'ai une jeune fille là, qui finit son primaire, qui s'en va au secondaire. Donc, je lui montre à coder un peu. Donc, il y a des aspects techniques, technologiques, je pense qu'il ne faut pas laisser tomber parce qu'on va vivre dans un monde technologique. Il faut s'intéresser à ça. Il faut s'intéresser à cette évolution-là technologique sans savoir nécessairement coder du Python puis toute la... Tout le monde ne doit pas être programmeur, mais il faut être capable de parler à ces gens-là. Il faut être capable, en gros, voir un petit peu où ça va. Et là, évidemment, l'intelligence artificielle, moi, je pense que ça va être probablement ce qu'il y aura de plus révolutionnaire. Donc, encore une fois, pas nécessairement devenir des experts dans tout ce qui existe. Déjà, c'est un monde. Je pense pas qu'une personne peut couvrir tout ça, mais au moins de savoir en gros ce que ça fait. Et la beauté, c'est que les jeunes, souvent, ils jouent avec des trucs, puis on utilise nos ordi. Il y a déjà des reconnaissances faciales. Fait que dans le fond, ils sont pas très réticents à ça. Il faut juste bien comprendre comment on peut... Moi, j'aime dire, c'est la recette. Qu'est-ce qu'on peut faire qui va être pratique et non pas... qu'est-ce que les grosses multinationales peuvent faire avec mes données, là, mais qu'est-ce que moi, je peux faire dans mon entreprise? Comment on peut utiliser ça? Et ça, le jour où
les pensées seront bien placées, je pense qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes. Les autres conseils, je leur dirais... aime l'école, hein? Moi, j'étais un prof, alors je vais ma salade, alors il faut aimer l'école. L'apprentissage continue. Mais effectivement, aujourd'hui, ce que je vois, j'ai un fiston, moi, qui finit secondaire 5, lui, à son tour, et son projet d'informatique, il programme en Python, évidemment, il va scraper son site de cours, il calcule sa moyenne en temps réel et tout. Et ça, je suis très épaté parce que, normalement, on ne fait pas ça dans un premier cours. Donc, c'est le genre de petit truc où on a une opportunité en or avec les jeunes. Il faut qu'ils apprennent à travailler en équipe. Beaucoup. Oui, l'aspect collaboratif, tu l'as mentionné, ça va suivre là, toute notre vie. Ça va être un gage de succès, c'est certain. Parce que travailler en solo, c'est fini. C'est comme travailler en silo aussi au niveau des départements. Tu mentionnais l'aspect de communication, très important, mais collaborer aussi, puis collaborer en amont avant même de se rendre nécessairement dans une entreprise en tant qu'expert, mais c'est le chemin aussi. L'apprentissage continu passe par aussi des amis, passe par des collègues, passe par des conseillers. C'est comme ça qu'on peaufine aussi notre expertise en faisant ce merveilleux podcast où je ne suis pas expert et je ne suis pas enseignant ni prof, mais j'apprends beaucoup par l'entremise justement de notre échange. Donc, je trouve ça fantastique. Si on veut une nouvelle économie qui est beaucoup plus équitable, beaucoup plus développement durable, beaucoup plus... en quelque part, il y a beaucoup de place pour l'entrepreneuriat là-dedans. Et moi, je souhaite, je suis un ardent défenseur d'entrepreneuriat, donc j'essaie de stimuler tout ce que je peux là-dedans pour dire, ces jeunes-là, vous pouvez critiquer les baby boomers qui ont mis des entreprises qui prenaient quelque chose dans le sol, qui faisaient un produit, qui le vendaient, puis on le mettait à la poubelle après. Je pense que c'est plus très, très à la mode aujourd'hui. Donc, c'est pas ça qui les attire du moins. Mais l'idée d'avoir quelque chose d'intégré, l'idée d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus économie circulaire, beaucoup plus équitable, et ça fait place à plein d'entrepreneuriat. Et moi, je suis persuadé qu'une fois que l'entrepreneuriat, tu es toi-même un entrepreneur. Oui. Donc, de toute évidence, je pense que ça donne l'énergie d'apprendre ce qu'il faut et ça donne l'énergie de faire le mot voulu, d'être un gérant d'estrade puis de dire il faudrait pas ci, il faudrait pas ça. Et ça, pour moi, c'est une façon de prendre position qui est sûrement très bénéfique et très prometteuse. C'est très bien dit. En plus, tu as dressé la table pour notre prochaine capsule. Ouais. Je brûle la mèche. On va recevoir Alexandre Gervais de chez Axio, qui est un jeune entrepreneur aussi, qui amène justement un prochain niveau au niveau des solutions technologiques pour les entreprises manufacturières. Donc, on va en parler. On va avoir en masse le temps d'en parler. Mais Michel, là-dessus, un grand merci. Grand merci pour ta présence puis ton échange quand même très intéressant sur les compétences de la main-d'œuvre de demain. Donc, n'hésitez pas là, à connecter avec Michel sur LinkedIn pour ceux qui nous écoutent. Si vous avez des questions, contactez aussi le CEI de Montréal. Il est conseiller, on dit... tellement spécial. Tellement spécial. Non, allez le voir. Justement, on l'a fait aussi mention au niveau des ateliers de manufacture 4.0. Je le répète, si vous n'avez pas écouté le premier épisode, mais Michel est quand même... Tu es la pièce... mère, en fait, de cet atelier-là. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise manufacturière, à aller vous informer, participer justement à cet événement-là, puis on va vous aider justement à développer cette recette technologique-là qui est très importante. Merci, Michel. Good. Merci, Simon. Salut.